Bonjour à tous, bienvenue donc à ce débat en ligne du 39e Festival Jean Rouch pour un film en compétition qui s'appelle Persistencia. Persistencia est le fruit d'une collaboration entre Anouk Schmidt et Jan-Holger Heinies, qui sont respectivement artistes visuels, cinéastes, et Anouk Schmidt est chercheuse, visual researcher et cinéaste également. Le débat sera animé par Sabrina Mélénotte, qui est également anthropologue chargée de recherche à l'IRD. Et je remercie aussi très vivement José María Becerril, qui va assurer la traduction de l'espagnol vers le français. Nous allons avoir un premier temps d'échange entre les participants, puis nous ouvrirons la discussion au public. Nous attendons vos questions que vous pouvez poser en levant la main électronique, c'est un petit icône bleu en bas de l'écran, ou bien en écrivant vos questions dans la petite icône qui s'appelle Q&R. So I'm very happy to welcome Anouk Schmidt. She's a visual researcher and a filmmaker, and Jan Holger Heinies, who is a visual artist and a filmmaker. Thanks very much for joining us. They co-directed the film Persistencia, which is presented in our international competition. And thanks very much for your film. I'm also very happy to welcome Sabrina Mélénotte, who is going to moderate this Q&A. She's also an anthropologist at the French Institute IRD. And I also thanks deeply Marie-José María Becerril, who is going to translate from Spanish into French. So I think we can start the discussion. Sabrina, the floor is yours. Thank you very much. I will talk in French and then in Spanish to translate to Jan Holger and Anne. So, d'abord, merci au Festival Jean Rouch et spécialement à Barberine donc de nous avoir invités aujourd'hui à présenter le film Persistencia. Merci aussi à Michel Salord, qui est la personne doctorante de mon laboratoire, l'URMIS, qui nous a mis en contact. Je vais poser plusieurs blocs de questions aux réalisateurs et ensuite on pourra approfondir pendant les questions. Les estaba agradeciendo a Barberin y a Michelle Salord, que es una doctorante de mi laboratorio, por haberme invitado y habernos invitado a todos hoy. Y les estaba explicando lo que les dije hace rato, que íbamos a hacer una serie de preguntas para encadenar sobre el debate con temáticas grandes que nos permiten hablar de la situación en México. D'abord, je voudrais peut-être vous poser des questions sur le film en tant que tel, sur la genèse du film et savoir comment est née l'idée de faire un documentaire sur ce sujet et pourquoi les deux états de Coahuila et du Veracruz. Para empezar, quisiera preguntarles cómo les nació la idea como científicos, antropólogos o investigadores en ciencias audiovisuales, de hacer un documental sobre ese proceso y la situación grave en México y por qué han escogido Coahuila y Veracruz. Eso sería la primera pregunta. Sí, muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad estamos muy contentos y honrados de participar en este gran festival. Este documental de es el final, uno de los finales de un largo viaje de exploración que hace muchos años, que ni siquiera nació en México, sino en otra parte de América Latina, en Argentina, y que tiene que ver con una inquietud mía sobre una agencia que me interesaba mucho, que es la agencia de los forenses, de las y los forenses, que sentía que había ahí una agencia de resistencia, de resistir ante lo que era una de las violencias más atroces
en América Latina específicamente, que es la desaparición de personas, la desaparición forzada de personas. Entonces ahí nació, digamos, yo conocí ahí forenses, expertos forenses en Argentina, y luego pues pasaron muchas cosas en el medio que no viene ahorita a cuento, relata, pero nos movimos, empecé, es un viaje, yo inicié hace muchos años entre distintos países de América Latina y luego se enfocó, mi relación con México es una relación de décadas también, después de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes, de repente el tema forense y el tema de las fosas estaba muy presente y nació esta otra modalidad de búsqueda que era la búsqueda de los propios familiares, que ya no solamente los expertos forenses, sino que era algo absolutamente novedoso de que los propios familiares, por una no respuesta del Estado, empezaron a tomar lo forense en sus manos. Y entonces eso me llamó mucho la atención y tenía como muchas ganas y interés de acercarme en campo a esto. Y en dos campos, porque esto sucedió, y tú lo sabes bien, Sabrina, has estado investigando estas cuestiones en todo México. Todo México se prendió fuego, digamos, de esta nueva, por la violencia en sí, pero no solamente ya la violencia, sino de que había un modo de no dejarse, que las familias estaban empezando a resistir, decía, y de insistir, si el Estado no lo hace, ya lo vamos a empezar a hacer nosotros. Entonces, eso fue lo que me llevó, y en este momento, hace como 3 años, se subió Jana Barco, afortunadamente, me empezó a acompañar y empezamos a formar un muy buen equipo para entender, sobre todo entender, primero, y por eso realmente es más que un reportaje, sí es el intento de una investigación en el sentido de queremos conocer, queremos entender qué sentidos tiene, qué significado tiene que los propios familiares estén buscando en el desierto, por un lado, y en la costa del Golfo. Y escogimos, contestando a tu pregunta, estos dos escenarios porque eran dos escenarios muy contrastantes, como vemos en la película, vegetación muy distintos, incluso lo que van encontrando son pedacitos, fragmentitos chiquitos de huesos y son esqueletos enteros, digamos, en lo que es la fosa de Veracruz, pero comparten esa agencia y ese ímpetu de los familiares de tomar, digamos, esa labor en sus propias manos. Hasta aquí para el pobre traducteur, perdón. Bon, du coup, j'ai traduit. En fait, ces films, c'est les produits d'un très long voyage d'exploration. Et ces voyages, pour Anne, il a commencé en Argentine. C'est un pays qu'elle connaît depuis longtemps. Et en Argentine, elle s'est intéressée particulièrement à la question médico-légale et notamment à la question médico-légale comme une forme de résistance face à l'une des violences les plus atroces, les plus barbares qui a lieu en Amérique latine, qui est celle de la disparition des personnes, la disparition forcée, et notamment du coup lors de la dictature en Argentine. Et c'est en Argentine qu'Anne il a rencontré d'experts médico-légaux. Et à partir de cette rencontre, elle a commencé un long voyage en Amérique latine. Et ce voyage, il s'est achevé au Mexique, que c'est aussi un pays qu'elle connaît depuis plusieurs décennies. Or, c'est à partir de la disparition forcée des 43 étudiants à Iguala, les étudiants d'Ayotzinapa qui sont disparus en 2014, le 26 septembre 2014, où elle s'est rendue compte qu'au Mexique, la question médico-légale devenait une priorité. On parlait des fausses communes, on parlait d'expertise médico-légale, mais surtout, à différence de ce qui s'est passé en Argentine, elle a repéré une nouvelle modalité de recherche médico-légale
qui est celle qui est menée par les familles. Donc ça, c'est la nouveauté du Mexique. Et cette recherche, elle est les résultats un manque de réponses de la part de l'État mexicain. Et donc, à partir de ça, Anne, elle a voulu faire ses films au Mexique parce qu'elle s'est rendue compte que tout le Mexique était en fou. En fait, d'une part, c'était à cause de la violence qui était un grand incendie, mais aussi la volonté des familles de ne pas se laisser faire, de ne pas accepter que l'État, en fait, il ne cherche pas les disparus, donc c'est aux familles de les faire. Et ça fait depuis 300, du coup, qu'il a connu Jeanne. Et c'est là que Jeanne, il s'est incorporé comme une équipe. Et une équipe qui, certes, les produits principaux, c'est un film, mais ce n'est pas seulement un documentaire dans le sens de documenter ce qui se passe, mais d'essayer de répondre à la question, à deux questions. Quelle est l'essence et quelle est la signification du fait que les familles doivent chercher par elles-mêmes et donc, elle s'est focalisée, elle s'est centrée sur deux endroits du Mexique, qui est d'une part les Coahuila, qui est un État désertique, une entité fédérative désertique au nord du Mexique, et de l'autre côté, de l'autre part, les Veracruz, qui est dans la côte du golfe du Mexique. Et dans les films, on voit que certes, il y a des similitudes, notamment la recherche des familles, mais c'est aussi des endroits très différents d'un point de vue écologique. Il y a des écosystèmes très différents, les déserts, la côte, et aussi, on voit par exemple qu'à Veracruz, il y a des petites hausses, ce qui est différent dans d'autres États du Mexique. Mais ce qu'elle repère comme les points d'union, c'est la volonté des familles de retrouver leurs disparus euh, à travers la expertise médico-légale. Y también tal vez para agregar, también diría que en los dos estados de Coahuila y Veracruz, quisimos también abrir un poco un espacio, ¿no? Porque obviamente nos tocó un poco lo que algunos llaman como los años o la década de las fosas en México, que pues todo el país está cubierto, pero ambos estados como eran estados también emblemáticos de alguna manera, ¿no? Porque justamente en Veracruz era el lugar donde principalmente rodamos, que era Colinas de Santa Fe, que pues se conoció como la mega fosa de México, ¿no? Con bastantes cuerpos enterrados a solo 20 minutos del centro del puerto de Veracruz, que aparte es una ciudad bastante turística, y Coahuila, que se conoció justamente por otras lógicas de violencia y de desaparición con cuerpos dispersados, quemados en todo el desierto. Entonces también para un poco abrir pues ese gran, no sé, ese paisaje al final de violencias y modos de desaparición diferentes, pues nos asumimos para seguir en esos estados y seguir a fondo en esos estados y no tratar de incluir más y más y más experiencias en otros estados también, que también pues uno podría hacer, ¿no? O sea, porque o sea, creo que casi en todos los estados o todos los estados de México, pues uno podría encontrar fosas, pero eso fue un poco el razonamiento de quedarse realmente en esos dos lugares de violencia. On a choisi également Coahuila et Veracruz parce que même si au Mexique actuellement on parle des Conavit une décennie et des fosses communes, c'est-à-dire un moment historique dans lequel tous les pays est recouvert des fosses communes et des restes humains anonymes, ces deux États, les Coahuila et les Veracruz, c'est des entités, des États emblématiques, c'est un signe du type de violence qu'il y a au Mexique. D'une part, on parle de Veracruz parce que c'est là où a lieu la découverte d'une des plus grandes fosses clandestines qui a été trouvée au Mexique, Colinas de Santa Fe. Colinas de Santa Fe, c'était une découverte choquante parce que c'est un endroit qui est à juste 20 minutes de la capitale de l'État, la ville de Veracruz, et la ville de Jalapa, et qui est un endroit touristique. Et du coup, c'était vraiment impressionnant de voir cette fosse si énorme à proximité de cet endroit. Et Coahuila, on l'a choisi parce que dans cet endroit, on pouvait voir d'autres logiques de violence. On pouvait voir que les corps étaient brûlés
et puis dispersés, démorcelés dans les desserts. Et donc, on a choisi 12 étapes pour donner un sens très précis à ces paysages des violences qui se matérialisent de façon concrète dans des modalités de disparition qui sont aussi différentes. On aurait pu, bien évidemment, inclure d'autres entités, mais on n'aurait jamais fini parce qu'actuellement, n'importe dans quel État du Mexique, tu trouves des disparus et tu trouves des fosses communes, donc il fallait faire un choix. Merci. Pour continuer effectivement sur le thème des violences et du type de violence, ce qui est impressionnant dans le film, c'est de voir effectivement que le paysage est très important parce qu'il est a priori beau, ce sont des beaux déserts, ce sont des paysages qui pourraient être un peu idylliques au premier abord, et en fait, il y a une autre histoire qui émerge de la terre et qui est celle des disparus. Et les premières images montrent très bien comment les mères, enfin les familles regardent le sol et essayent de trouver les traces des violences dans les paysages. Et donc on comprend aussi que les paysages, enfin les conditions climatiques de ces recherches sont très importantes. Et du coup, les conditions climatiques sont importantes et aussi les types d'exécution et donc les crimes qui sont derrière sont aussi très importants parce qu'ils laissent des traces différentes. Du coup, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est la manière dont vous avez aussi parlé du sens de votre travail, de la recherche de ces familles et qu'on ressent aussi dans votre travail. Et donc, j'ai envie de vous poser la question que, en fait, tout le monde se pose quand on regarde ce genre de film ou comme moi, quand j'en parle aux gens, c'est pourquoi ces disparitions, tout simplement. Les estaba diciendo que me sorprendió mucho cómo lograron filmar esos paisajes que son a priori maravillosos, hermosos, son desiertos increíbles que poco a poco revelan historias en la tierra, ¿no? Sumergidas en la tierra. Entonces, me llamó mucho la atención cómo ese paisaje, la tierra de desaparecidos, ¿no? Cómo nace y cómo las familias en el documental empieza así, de hecho, cómo miran el suelo, ¿no? Y aprenden a leer los signos y las huellas de la violencia en la tierra, ¿no? Y entonces, poco a poco se va revelando muchas historias y se busca un sentido, como lo dijiste, Anne, ¿no? Que me parece muy importante eso, la búsqueda de sentido, que está sometido también a la condición climática, porque las huellas de la violencia no son las mismas en el desierto que a la orilla del mar. Pero la pregunta creo que más se preguntan todas las personas que miran el documental y que a mí me preguntan muy a menudo y que se preguntan las mamás es ¿por qué? ¿Por qué desaparecen? ¿Podrían hablar de ese por qué y qué tipo de desapariciones hay en México? Sí, yo creo que hay expertos que llevan esto y que lo podrían contestar mejor, ¿no? Porque yo creo que para mí la búsqueda de sentido va un poco en otra dirección. Para sentido, y creo que es muy importante entender y explicar quienes hemos estado con esos extraños paisajes mexicanos que, como tú bien dices, seducen por su belleza y también decidimos de captarlos también, un poco dejar respirar y poco a poco meterlos justamente esas capas que vienen del presente, pero pasan también a un pasado. México también tuvo, como muchos países latinoamericanos, tuvo un pasado de represión política, que es algo que no se asume tanto, que no se conoce tanto, porque México no pasó por una guerra civil, México no pasó por una dictadura militar, pero bueno, pasó por una contrainsurgencia atroz. Entonces hay como capas y por eso me interesa mucho esa en un sentido, un palimpsesto de capas de violencias que se van sedimentando. Lo que distingue, lo que experimentamos y vemos hoy es que ya no son tan descifrables como antes. Es decir, en la contrainsurgencia en México, en la represión de las juntas militares, en la
en las estrategias militares en Centroamérica había un cálculo como muy político de querer eliminar brotes de oposición con distintas estrategias, la tierra quemada en Guatemala, la eliminación quirúrgica, digamos, de opositores, muchas veces de perfiles urbanos en el Cono Sur, y en México pues también la persecución de todo tipo de brote guerrillero. Hoy eso es muy distinto y eso sí hay que entenderlo. En México se matan también, se matan activistas, se matan periodistas, pero es una pequeña minoría, y es cruel decirlo, pero es una pequeña minoría en comparación con la masa de personas que se han estado masacrando, deshumanizando, digamos, de múltiples maneras y también desapareciendo, ¿no? Como valdría la pena poner la última cifra que tú bien conoces, que son más de 73,000 desaparecidos oficialmente registrados, una cifra inmensa, es muchísimo más de cualquier cifra que hemos visto en las dictaduras o en las décadas de la represión en América del Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que más que decir, esas son las razones, aquí están muy definidos, yo creo que hay que un poco acercarnos desde distintas perspectivas y asumir la opacidad de esas violencias y entender que hay otras lógicas operando ahí. La necropolítica hoy en día es una política del terror y una enunciación del terror que se rige por cuestiones económicas principalmente. Y las economías criminales en el sentido donde una de las políticas Se está cortando. hoy no se mata ya porque la persona que se mata es un opositor, sino porque es un cuerpo disponible que se busca explotar y aprovechar de distintas maneras y luego se deshace de este cuerpo y se manda un mensaje, por simplificar. Eso creo que hay que, más que decir, esa es la razón por la que desaparece, la lógica de la violencia es fundamentalmente distinta, por un lado, y por el otro lado, y por eso creo que en algún punto en la película lo decimos, hay un saber del terror, hay un know-how del terror que sí viaja por el tiempo y que sí se nutren los carteles, los sicarios, las industrias de la muerte. Hoy se nutren de los saberes de los represores del pasado, ¿no? Entonces ahí sí hay un vínculo y que uno de los forenses dice y eso yo creo que es como hay que asumir esa complejidad. Ya no es esa relativa simpleza que estábamos enfrentando antes en esos contextos como Argentina o como Guatemala. Hoy en México eso es muchísimo más complicado, pero es igual de cruel y de sistemático. Elle nous dit que c'est surtout les experts, d'autres experts en sciences sociales qui pourraient donner une réponse exacte à quelle est la raison pour laquelle les personnes au Mexique disparaissent. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est de chercher l'essence des disparitions dans une autre perspective. Et pour ce faire, d'abord, elle pense que la métaphore des couches qui sont l'une sur l'autre dans les paysages mexicains, des paysages qui sont très séduisants à l'œil et qu'ils ont voulu chercher, montrer la beauté de ces paysages, laisser respirer cette beauté, mais en même temps, ils ont voulu chercher les couches qui sont en train de se cacher derrière cette beauté en bas et de montrer que dans ces couches, il y a un passé qui est un passé aussi lié à l'histoire de la répression politique au Mexique, une répression politique qui parfois n'est pas acceptée au Mexique comme elle est acceptée, elle est reconnue dans d'autres pays d'Amérique latine. Au Mexique, on a eu un passé
des répressions politiques, mais comme on n'a pas eu une dictature, comme il n'y a pas eu une vraie déclaration de guerre civile, parfois les Mexicains ont du mal à parler et accepter cette répression politique, mais elle est là. Donc, ces couches qui sont en train d'être l'une sur l'autre dans la Terre, elles sont d'une part historiques, mais aussi très réelles et très concrètes, et ce qu'elle a voulu montrer par les films. Et si on essaye de répondre à la question quel est l'essence de cette disparition, il faut dire que c'est difficile en fait à déchiffrer la disparition, elle est difficile à déchiffrer aujourd'hui parce qu'elle n'est plus la disparition du passé. C'est-à-dire qu'avant, dans toute l'Amérique latine, la disparition, elle était une technique, une stratégie politique utilisée par l'armée, par les dictatures, pour attaquer les opposants politiques, les militants. Il y avait une espèce de nettoyage à Guatemala, par exemple, un nettoyage ethnique. En Argentine, c'était plus urbain. Et au Mexique, c'était aussi contre la guérilla, les militaires, les groupes organisés de gauche armés. Et aujourd'hui, au Mexique, certes, on disparaît des militants, on disparaît des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, mais c'est une minorité par rapport à la grande majorité des cas des personnes qui sont massacrées, des personnes qui sont déshumanisées, des personnes qui sont disparues. Elle évoque la dernière chiffre, la dernière chiffre officielle, c'est 73 000 personnes disparues. Et donc, on est en train de parler d'un chiffre qui est bien plus grand que celle d'autres dictatures qui ont eu lieu en Amérique latine. Donc, on ne peut pas donner les raisons précises, mais on peut accepter de voir la opacité qui se cache derrière ces violences. C'est une opacité qui nous interpelle parce qu'elle nous fait penser à une logique nécropolitique, c'est-à-dire que la terreur, elle est créée, elle est énoncée, mais en lien avec des logiques économiques. On n'est plus en train de tuer pour détruire les opposants politiques, mais on est en train de tuer parce que les corps qu'on est en train de tuer, c'est un corps disponible à exploiter, à utiliser. Et en tuant ces corps, on envoie également un message de terreur. Donc, c'est une violence différente. Cependant, en suivant avec la question du passé historique de la disparition, et les films nous rappellent qu'il y a un savoir-faire de la terreur, un savoir-faire de la violence, et c'est un savoir-faire qui est historique parce que les narcos, les cartels d'aujourd'hui, en fait, ils ont appris des techniques et des savoirs du passé. Et c'est un expert qui le dit dans les films quand il parle de toutes les techniques de contre-insurgence utilisées par l'armée mexicaine dans le passé. Bah, aujourd'hui, c'est celui qui est utilisé au présent. Donc, c'est pas simple, on ne peut pas donner une réponse, mais c'est très complexe. Tal vez para agregar, porque justamente muy de acuerdo con Anne en lo que, pues ya no es tan fácil, ¿no? De encontrar razones, menos en los casos individuales de las personas, que luego obviamente los mismos familiares se preguntan por qué en su caso desapareció su hija, su hijo, etcétera, y tal vez tratando de buscar en esas historias individuales uno puede encontrar ciertos rasgos y obviamente hay sistemáticas del terror en los diferentes estados, en diferentes épocas también de la llamada, ¿no? Guerra contra el narco y esta pues, violencia desbordada, pero también creo que justamente para nosotros al enfrentar pues contexto muy ambiguo, ¿no? Donde justo esa criminalidad y esa violencia se da en alianzas siempre cambiando por épocas, por estados, por entidades que están pues efectuando sus acciones en diferentes zonas de México. También recurrir justamente, ¿no?, al paisaje para nosotros tal vez fue un poco un método también de salirnos un poco, de tratar de analizar justamente esos casos específicos de Coahuila o de Veracruz, sino más bien encontrar rasgos comunes y
pintar un poco justo una imagen de una violencia desbordada, paisajes que fueron afectados por esas violencias, pero que también son transformados por justamente los mismos buscadores y los familiares que de alguna suerte también pues, convierten esos paisajes de terror y lugares literal de crímenes, otra vez en paisajes pues, de búsqueda, de esperanza tal vez, también de tristeza obviamente, pero también en evidencia. Esto también pues lo hablamos mucho luego con los antropólogos forenses que ya entran más en lo jurídico. Entonces, al final el paisaje en su ambigüedad también da una metáfora, o más bien tanto metáfora como pues en ya lo mero jurídico, lugares muy, muy concretos para narrar de alguna manera de esas experiencias que son difíciles de entender, ¿no? Y también viendo los números, justo nosotros al terminar la película en el 2019, todavía escribimos de un poco arriba de 40,000 y tantos desaparecidos según cifras oficiales. Ahora, un año después, estamos con 73,000, cifra oficial. 77. Sí, ajá, entonces, 77. eso también nos cuenta que esos números, ¿cuánto nos pueden decir? Si dentro de un año se corrige por casi lo doble, ¿no? Y obviamente siguen desapareciendo gente, pero también esas cifras están bastante ambiguos en lo que dicen. Lo que sí nos dicen es que es una cantidad increíble de gente que está desapareciendo y que también podemos creer que el número real pues supera por mucho esto, sí se puede corregir tanto en solo un año. Il ajoute que c'est très difficile de trouver une explication, et surtout quand on voit les cas individuels, cas par cas, on se rend compte que même les familles qui ont été touchées directement par la disparition d'un proche, elles se demandent pourquoi moi, pourquoi cette disparition. Donc, il est difficile de trouver des explications individuelles, mais il est possible de trouver des sujets, des thématiques qui sont partagées et qui sont partagées à l'intérieur de ce qu'on appelait la guerre contre la drogue, mais qui quand même changent d'un état à l'autre. Et ils se sont rendus compte depuis le début que les contextes étaient très ambigus, que la violence et la criminalité s'est donnée dans des alliances qui changeaient selon la région du Mexique ou selon les moments de cette guerre contre la drogue. Et donc, pour éviter de tomber dans cette ambiguïté, ils ont pensé au paysage comme une méthodologie, comme une méthode qui leur permettait de ne pas vouloir expliquer les cas par cas, mais de chercher précisément des questions qui sont partagées. Et ces paysages, c'est un paysage qui est à Coahuila et à Veracruz. Il nous montre que la violence, elle n'a pas de contraintes, elle n'a pas de limites. C'est des paysages qui sont très touchés, changés, affectés par la violence, mais ces paysages sont aussi changés et affectés par la recherche qui mène les familles. Donc, on a des paysages qui sont devenus des paysages de la terreur, mais qui, grâce à la recherche des familles, sont aussi désormais des paysages de recherche, des paysages d'espoir et des paysages, bien évidemment, de beaucoup de tristesse. Du point de vue des experts médico-légaux, du point de vue de la justice, ces paysages sont aussi une source des preuves et des évidences des crimes qui s'y sont passés. Donc, dans ce paysage très ambigu, très affecté par la violence, ils ont cherché une métaphore pour raconter cette expérience très difficile d'étudier. On voit par exemple les chiffres. Quand ils ont fini de réaliser les films en 2019, il y avait 40 000 disparus. L'année suivante, il y avait déjà 73 000. Et Sabrina ajoute que maintenant, c'est 77 000.
Donc, on se demande, certes, ces chiffres augmentent parce qu'il y a des gens qui disparaissent, mais quand on est en train de voir que les chiffres doublent d'une année à l'autre, on se demande qu'est-ce que ces chiffres, en fait, sont capables de nous dire, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous transmettre. Et ça reste ambigu. Merci pour cette traduction très précise. J'aimerais maintenant vous demander, vous parler un peu des familles, parce qu'en fait, c'est effectivement face à cette situation très grave où on retrouve, où on dit aujourd'hui que le Mexique est une grande fosse. Les familles disparues disent ça comme une métaphore géologique qui est devenue un peu le symbole du pays au Mexique. Face à ça, elles ont développé effectivement beaucoup de savoir-faire pour à la fois lire la terre, pour devenir aussi des experts et apprendre à interpréter les os. Elles savent distinguer les os des animaux de ceux des êtres humains. Elles deviennent aussi détectives, elles apprennent à avoir recours à beaucoup d'institutions, elles mènent l'enquête. Je voudrais vous amener un peu sur ces questions, sur la fabrication aussi même du sacré, c'est-à-dire qu'en fait, elles appellent les disparus des trésors. Les portraits souvent qu'elles portent pendant les manifestations sont un peu portés comme on porte les saints au Mexique sur le cœur ou dans les mains. Elles réhumanisent finalement des corps qui ont été souvent profanés par les criminels. Et en même temps aussi, elles échangent beaucoup de savoir en cherchant entre elles. Elles se transmettent beaucoup de savoir-faire sur comment reconnaître les fausses, comment reconnaître les os, comment avoir recours aux institutions bureaucratiques, etc. Du coup, j'aimerais vous demander comment vous voyez, comment vous interprétez tout ce savoir et cette professionnalisation des familles, sachant que, bon, moi, je le vois comme à la fois aussi un défi à l'État, c'est-à-dire qu'elle l'interpelle en permanence, mais elle le critique et souvent elle se substitue à lui. C'est-à-dire que quand même, là, ce sont les familles qui poussent l'État à agir. Et du coup, ces recherches, ça devient plus que des recherches archéologiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de faire justice là où l'État est défaillant. Du coup, je voulais savoir un peu votre avis là-dessus. Entonces, les estaba diciendo en francés, pero ahora traduzco. Ahora para hablar de las familias, ustedes hablaron de resistencia de las familias, ¿verdad? Y me parece increíble efectivamente el trabajo que hacen las familias de convertirse en buscadores, que es una nueva categoría, ¿eh? Buscador de fosa en México, ¿no? Y se convierten en buscadores de como leyendo la tierra, también se convierten en expertos, en peritos al interpretar ellos mismos los huesos, sabiendo diferenciar los huesos animales de los huesos humanos. También luego se convierten en detectivos al llevar investigaciones mucho más precisamente, acudiendo a muchas instituciones y haciendo al final el trabajo del Estado. Y una de las cosas es que también veo yo en esas múltiples capacidades una forma de rehumanizar a los desaparecidos, ¿no? Y de tratarlos como sujetos en sí, porque la cuestión de los huesos fragmentados es también un rompecabezas macabro, ¿no? O sea, un puzzle macabre, que intentan reconstruir con la búsqueda de sentido. Y también por eso le llaman a sus desaparecidos los cuerpos que encuentran como tesoros, les dicen, ¿no? Y me parece muy significativo eso de llamarle tesoros. Y también al buscar aprenden muchas cosas, intercambian saberes y todo eso, no sé cómo ustedes lo interpretan. Yo quisiera lanzarles la pista de que con la relación al Estado, ellos hacen a la vez, interpelan al Estado todo el tiempo, acuden a las instituciones, exigen que el Estado cumpla y a la vez lo rebasan y hasta se sustituyen a él, ¿no? Es decir, que hacen justicia por sí misma, ¿no? Por sus propias manos. Entonces, ¿cómo ustedes ven esas búsquedas en su sentido mucho más amplio que una simple excavación de hueso, ¿no?
Sí, si quieres, Jan, empiezo y luego y vamos a tratar de ser más compactos porque la verdad es que una super labor de traductor, la verdad estoy admirada, pero yo creo que sí, escuchar todo al doble de velocidad debe ser un poco cansado para quienes nos escuchan. Tal vez decía que la noción de resistencia me interesaba como no específicamente de la familia, sino en general de que hay un saber y una expertise que insiste en la posibilidad de que los desaparecidos pueden aparecer. Entonces, hay una agencia forense que eso me importa y no haría tanto la diferenciación entre los expertos y las familias, sino que las familias como tú bien dices, en México se han vuelto expertos, ¿no? Han desafiado el monopolio del expertise y han desafiado, interpelado al Estado, como tú bien dices, ¿no? Pero la resistencia es justamente el poder y el insistir en la posibilidad de la reconstrucción. Eso para mí es como desafiar la enunciación necropolítica. Eso lo pueden hacer arqueólogos forenses por fuera del Estado, y eso siempre me ha interesado, los expertos que no trabajan para el Estado, sino desde fuera, y también lo hacen las familias. Se vuelven expertos, también desafían, y eso nos interesaba, desafían otros también la noción de quién sabe y quién tiene la autoridad del experto. También la noción de afectación. ¿Quién está afectado? Esta vida paralela de la que hablan, ¿no? Es que eso tú vives en un mundo paralelo hasta que te toca. Y la noción de responsabilidad, es decir, que todos de algún modo pinchan un poco esas burbujas de estos son los expertos, esos son los pobres afectados, y ahí hay una nube de que no sabemos bien quién es responsable. Y creo que como las distintas agencias, incluyéndonos como sociedad, ponernos ahí, ¿no? Y me parece, hay un peligro ahí, y creo que lo vimos en muchas charlas que tuvimos y en la propia investigación, que todos estamos tan cautivados y tan encantados y tan admirados de esta labor de familias, que empecemos un poco a romantizar esto, ¿no? Porque como si fuera, y esto en México, y tú lo sabes bien, hubo una especie de, ya el Estado ya no lo necesitamos, y que las familias saquen sus muertos, los van a identificar y luego se van a inhumar nuevamente. Esto no solamente no funciona, porque pues claramente eso hay que tenerlo muy claro. Las familias lo que hacen es buscar, es localizar cadáveres. Luego lo que pasa con esos cadáveres ya va a depender de la capacidad y voluntad de las instituciones de procesarlos. El tema de identificación, prueba genética y todo. Y el otro tema que tú ahorita mencionaste, que es un poco la gran incógnita en un país donde la impunidad es la regla, el tema de la justicia como una especie de tierra prometida que está por ahí inalcanzable, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una noción, las familias, y lo dicen los forenses en la película, tienen derecho a decir, a mí la justicia me importa, que se hagan cargo otras gentes, yo sí quiero al cuerpo, pero eso no libera ni una sociedad ni al Estado de que hay crímenes masivos y se tienen que investigar. Y ahí entra nuevamente una agencia, digamos, forense y de justicia que ya no puede caer en la espalda de las familias, ¿no? Entonces, creo que necesitamos pensar al mismo tiempo que efectivamente, como tú dices, el Estado quedó rebasado y expuesto, pero a la vez no queda otra que apelar y seguir apelando al Estado, porque las familias no pueden hacer justicia, no pueden hacer la identificación, porque bastante tienen con eso lo que están haciendo, y no deberían en un principio ni hacer esto, por supuesto. Es decir, no romanticemos,
porque sí hubo una especie de boom, digamos, una mirada como muy encantada sobre esas agencias. Y en realidad, y con eso termino, perdón, cuando mostramos la película en Torreón, en Coahuila, Eric Morgan, que es uno de los forenses, lo que dijo ahí muy secamente en frente de todos, que él no entendía, digamos, que todo el mundo estaba tan entusiasta, porque de entrada esto no debería ni existir, que acá estamos tratando algo que no debería de existir. Y la verdad creo que tiene toda la razón. La notion de résistance, elle nous amène à l'idée que les familles, elles sont développées des savoir-faire et d'expertise et qui permet d'envisager la possibilité que les disparus réapparaissent. Donc, c'est ça la résistance pour Anne. C'est une agency, une agentivité que les familles gagnent en tant qu'experts. Les familles réussissent à mettre en critique et à défier les monopoles de l'expertise médico-légale, du savoir légitime médico-légal. Elles résistent et elles insistent sur la possibilité de reconstruire quelque chose dans les pays entiers. Et Anne, elle s'intéresse aux experts médico-légaux qui ne travaillent pas pour l'État, et parce que ces experts qui sont en train de travailler en dehors de l'État, ils sont en train de défier l'État, mais surtout de critiquer, de défier, d'éclairer trois questions. Et la première question, c'est la question de qui sait les choses, donc qui détient les savoirs légitimes sur les choses, sur les restes humains, qui détient les savoirs médico-légaux. La deuxième question, c'est qui est touché par les disparitions et par la violence. Et là, il évoque des passages dans les films où les familles des disparus, ils disent les gens ne s'intéressent pas à ce qui nous arrive et ils s'intéressent que quand quelque chose va leur arriver à eux. Donc ça, c'est la deuxième notion qui est touchée par cette question. Et la troisième chose que les experts en dehors de l'État permettent de critiquer, c'est la notion de responsabilité. Donc, qui est responsable de ce qui est en train de se passer au Mexique actuellement? Et donc, pour Anne, ces experts permettent de se rendre compte que la société doit s'impliquer dans la solution, dans cette résistance, dans cette reconstruction. Or, elle voit aussi un danger très important, et c'est le danger de romantiser ce que les familles sont en train de faire. On est tous très captivés, on admire beaucoup ce que les familles font au Mexique. Et ça, parfois, peut nous amener à penser, et j'ai, entre guillemets, ah bah, l'État, on n'en a pas besoin. De toute façon, c'est les familles qui vont trouver leurs disparus et c'est aussi les familles qui vont identifier les restes humains. Mais en fait, les familles, elles ne peuvent pas faire tout ça par elles-mêmes. Les familles, aujourd'hui, elles cherchent et elles retrouvent les sources. Mais c'est l'État qui a une technologie, on parle de génétique, par exemple, dans les films, une technologie, un savoir-faire et des institutions qui sont capables de, après que les familles ont retrouvé les cadavres, de l'identifier. Et donc, il faut voir la capacité et la volonté de l'État et pas penser que les familles vont substituer l'État. Parce que parfois, également, une autre question qu'elle voit qu'il faut se méfier, il faut être attentif, c'est que les familles, elles ont le droit, évidemment, de dire qu'elles ne s'intéressent pas à la justice, dans le sens qu'elles veulent juste retrouver leurs disparus, mais elles ne s'intéressent pas aux enquêtes, à la justice comme enquête judiciaire. Ça ne veut pas dire que les restes de la société et l'État doivent non plus s'intéresser à mener ces enquêtes judiciaires. Il faut savoir qui sont les coupables et comment est-ce que ça s'est passé. Donc, pour Anne, certes, il faut voir le travail des familles,
mais il faut accepter que les familles, d'emblée, elles ne devraient pas faire ce qu'elles sont en train de faire. C'est la faute de l'État et il faut exiger à l'État. Aujourd'hui, il y a un boom qui parle beaucoup sur la agentivité des familles, mais c'est peut-être un piège aussi. Quand elle a montré le film à Torreón, dans l'État de Coahuila, il y a Eric Morgan, qui est un des experts qui participe dans le film. Et lui, à la fin du film, de façon très critique, il a dit bah, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous les gens, tous les publics sont si enthousiastes avec ce que les familles font, parce qu'en fait, ça ne devrait pas être en train de se passer en premier lieu. Y para agregar también otra cosa que vimos justamente esa romantización del buscador, la buscadora dentro de la sociedad, pero también desde las mismas autoridades, los buscadores a veces se han vuelto una suerte de excusa, ¿no? Para el no hacer, el no actuar de las mismas autoridades, donde justamente dicen o se lavan las manos o hasta dicen pues estamos haciendo algo por los desaparecidos en, por ejemplo, darles una camioneta o un colectivo de búsqueda, a proponerles que pues, les vamos a mandar la comida de mediodía, lo que sea, y con eso fingen básicamente estar haciéndose cargo del problema. Y vimos que pues eso está pasando y justamente no rompe con la responsabilidad del Estado que se debería hacer a cargo con investigaciones efectivas, con el personal capacitado justo para las búsquedas, para implementar investigaciones que posiblemente podrían llegar también a juicios, ¿no? Y creo que una de las escenas para nosotros al hacer esta película que fue bastante clave de alguna manera entender o darse cuenta de eso fue el primer rodaje que tuvimos justo en Colinas de Santa Fe. O sea, una fosa, una mega fosa clandestina con creo que más que 300 cuerpos que hasta ahora se han sacado de este terreno. Y fuimos con el colectivo Solecito, el colectivo de búsqueda, y pues eran ellos como 15 personas haciendo el labor de pues, localizar los cuerpos, tratar de sacarlos. Y el Estado había mandado como unos 5 policías armados, según para cuidar el trabajo del colectivo y el lugar, ¿no? Entonces, o sea, imaginarse un poco eso a escala, tener una fosa clandestina del cual ya se sabe que está ahí, del cual el Estado ya tiene un policía en la entrada, pero ves ahí que básicamente la sociedad civil y los meramente afectados están pues excavando las fosas ahí, el Estado lo que pone y con lo que todavía pues se quiere de alguna manera verse bien y apoyar. El problema es que manda una camioneta o 2 con policías, ¿no? Entonces, eso es un poco la escala y también la perversidad con la cual el Estado a veces está ahí actuando y apoyando según para solucionar el problema, que son, la verdad, promesas altamente problemáticas y que no para nada sirven para realmente indagar lo que pasó en los respectivos lugares, ni para identificar, ni para realmente apostarle a alguna cuestión de justicia de algún lado. Cette romantisation du buscador, du chercheur des fosses, elle est présente dans la société, mais aussi de façon très importante chez les autorités, chez les gouvernements. Et parfois, la romantisation des chercheurs de fosses, elle est utilisée comme une excuse pour ne pas agir, pour ne pas prendre la responsabilité qu'il appartient à l'État. Et donc, l'État, souvent, il dit, bah, nous, on est en train d'aider les disparus, on est en train d'aider les familles des disparus, parce que lorsque les familles des disparus vont chercher, nous, on envoie un peu un déjeuner, on envoie une voiture pour le ramener, on envoie quelques policiers. Mais en fait, ça, c'est pas et prendre en charge la problématique, les problèmes sociaux de la disparition forcée.
Et l'État, c'est les responsables parce qu'il doit fournir des enquêtes, il doit fournir des agents, des experts capacités, il doit faire les recherches sur le terrain et il doit aussi faire des procès, des jugements. Pour nous, une de ces scènes clés du film qui nous a permis de comprendre cette question, c'est quand on est allé pour la première fois à la fosse des Colinas de Santa Fe. Dans cette méga fosse où on a trouvé plus de 300 corps, en fait, il y avait les collectifs Solecito, que c'est les familles qui cherchent. Et il y avait 15 personnes pour fouiller et pour localiser les cadavres, 15 familles proches des disparus. Et il y avait que 5 policiers du gouvernement et ils disaient qu'ils étaient là pour veiller à que tout se passe bien. Et donc, on peut voir que les gouvernements, ils savaient sur l'existence de cette fosse, mais en fait, et il est là avec quelques policiers, mais en fait, c'est les familles qui font l'excavation, qui font la recherche. Donc, l'État, il veut juste se faire bien voir avec un peu d'aide, mais sans se responsabiliser complètement. Et donc, c'est important d'insister sur la question de que la justice, savoir qui l'a fait, pourquoi et comment, ça ne va pas se donner sans l'intervention clé de l'État. Merci beaucoup. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, ce qui est assez surprenant dans toutes les recherches, c'est effectivement la passivité des autorités judiciaires qui accompagnent et des policiers qui sont censés protéger les familles et qui, en fait, sont souvent à côté à ne rien faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a à la fois l'État n'est pas totalement absent, mais en tout cas, il y a un désengagement de la réelle responsabilité de l'État dans cette situation, où accompagner les familles, finalement, le permet de se légitimer aussi, mais sans aller jusqu'au bout de la question de la justice, qui voudrait, en fait, qu'il y ait effectivement une justice pénale plus aboutie et une justice sociale qui accompagnerait cette justice pénale. Pour une question liée à l'expertise, ce serait autour du travail médico-légal. Il y a justement cette même question qui revient, c'est celle des limites aussi du travail médico-légal. C'est Diana Bustos qui en parle très bien et qui dit qu'effectivement, le travail médico-légal permet de retrouver, de nommer, peut-être de retrouver une identité quand le travail médico-légal a lieu. On peut reconnaître une personne, mais on ne peut pas faire justice et régler le problème social au Mexique. Pourriez-vous dire un peu plus de choses sur ces limites du travail médico-légal? Estaba diciendo que comparto totalmente su análisis del Estado y esa pasividad de las autoridades durante las búsquedas que a la vez están ahí, no están totalmente ausentes, la mayoría del tiempo vienen a acompañar, y eso les permite cobrar legitimidad en el papel, ¿no? Pero a la vez no toman la cuestión de la justicia a nivel más integral, es decir, a la vez penal, una justicia penal y una justicia social detrás, ¿no? Quizás podrían hablar de los cambios recientes con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y eso sería una primera pregunta. Y la otra era en cuanto al límite también del trabajo forense, porque en el documental Diana Bustos habla muy bien de esos limitantes cuando la cuestión de reconocer o identificar un cuerpo no se pega a la cuestión de la justicia penal, pues, y de llevar encuestas y de solo quedar en una cuestión de identificar un nombre, dar un nombre, etc. Entonces, si pueden hablar más de esos limitantes también del trabajo forense. Gracias. Ahora sí, más breve, perdón, es que siempre me excedo. Sobre lo último, la verdad, así entra en detalle el tema de la comisión de búsqueda, me parece que posiblemente rebasa un poco nuestro público. Nada más decía que se están generando nuevas comisiones en México, que están viendo con esperanza, pero también con escepticismo, que hay una comisión de búsqueda que está liderada por una funcionaria que tiene
reputación de ser honesta, es decir, hay nuevas instituciones en marcha. ¿Hasta qué punto dan resultados? ¿Hasta qué punto logran reconstruir esa credibilidad perdida? No lo sabemos. La comisión de búsqueda, además, solamente se dedica a eso, a buscar. Claramente es una misión, creo que incluso lo tiene en su nombre, humanitaria, que me parece un malentendido atroz y siempre lo discutimos. En México no estamos ante un problema de lo humanitario, no estamos ante un problema de una catástrofe natural, estamos ante, y insisto mucho en ese término, en una operativa de muchos años, más de una década, necropolítica, que tiene intereses, voluntades, agencias humanas detrás. Es decir, es crimen masivo, organizado, no organizado. Entonces, el nuevo gobierno está haciendo pasos, diría, ¿no? No, tal vez no meterme mucho más allí. El tema forense es muy bueno y creo que muy importante. No tampoco romantizar o fetichizar la ciencia, como decir, la ciencia nos va a salvar, y creo que estamos en un momento todo el mundo que estamos de repente depositando a las ciencias una confianza casi ciega, y creo que siempre hay como tratar eso con cierta duda también, ¿no? Y después, la genética es un muy buen ejemplo para ello, y justamente nos encanta Diana, que es genetista, pero a la vez tiene esa relación crítica con su propia disciplina. Y claramente es como muy fácil de entender. Al identificar un cuerpo o al sacar una prueba a un cuerpo muerto y a un cuerpo vivo, y que haya el famoso match, y se puede decir efectivamente este cuerpo es su hijo o su hija, no te dice absolutamente nada sobre qué es lo que le pasó a este cuerpo, ¿no? Y ahí sí es incluso distinto la antropología, que va a buscar señas en los huesos, un poco reconstruye el crimen. La genética no te da ningún elemento para poder decir qué acto criminal sucedió ahí y qué le llevó. Entonces hay una desconexión entre la cuestión científica y la cuestión de la justicia, que creo que los forenses y las forenses con las que trabajamos en México y también de otros lados están muy interesados en rejuntar y con eso trascender lo netamente. Es decir, ya no es una cuestión de ciencias naturales, lo que vamos a necesitar es antropología social, es entablar una relación de confianza con los afectados, es poder escribir una historia, historiadores, pero también son abogados, es gente que sabe de leyes, investigadores de todo tipo. Es decir, lo forense llevado mucho más allá de lo que son las ciencias naturales o la antropología forense o la arqueología forense o la biología en un sentido estrecho. Eso creo que es muy importante, extender y tener un entendimiento mucho más integral de lo que hace falta, ¿no? Je vais faire juste I just want to tell a few words that we have 5 questions, so maybe we can open the discussion, because otherwise it will last very long. After the translation, of course, and after, I don't know if Jan Holger wants to answer too, and then we'll open the discussion. We'll read the questions which have arrived. Ouais. On attend la traduction. Ludmila de José Maria va traduire ce que Sabrina, Lors de la paragraphe. Non, on va d'abord peut-être, voilà, la traduction d'abord et ensuite on lira les questions. Ça va, Sabrina, ou... Oui. Je veux bien vous aider à traduire les questions aussi, si vous voulez. Peut-être lire celle qui est en espagnol, ou bien José Maria la lira. Enfin, je ne sais pas si Ludmila parle espagnol. Je vais prendre le relais s'il veut pour l'aider un peu. D'accord, ok. Bon, je traduis ce qui vient d'être dit. Et il y a des changements récents, notamment la création de la Commission nationale de recherche
il y a d'espoir, mais aussi beaucoup de méfiance et de scepticisme. Et il y a des agents qui dirigent cette commission qui sont des gens honnêtes, mais est-ce qu'ils ont déjà donné des résultats? On ne sait pas. En plus, un problème ou une limitation de cette Commission nationale de recherche, c'est que son seul but, c'est de rechercher et en plus, il y a une vision humanitaire du problème. Et là, on a un grand problème parce qu'au Mexique, on n'est pas dans une crise humanitaire, on n'a pas eu une catastrophe naturelle. Et c'est ce qui est en train de se passer et elle insiste, c'est une opération nécropolitique dans laquelle il faut trouver des entreprises, des intérêts, dans le sens des intérêts humains qui sont derrière cette criminalité des masses. Et donc, il y a quelques changements, mais on peut être méfiant sur ce que les gouvernements font. Et par rapport aux limites des sciences médico-légales, c'est important de ne pas romantiser la science en général. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de confiance à la science. On a un rapport très plus critique. Mais par exemple, la question de la génétique, elle montre les limites des sciences médico-légales. Dans les films, on parle, Diana parle, que même si les ADN, les tests ADN permettent de prouver les liens de parenté entre, par exemple, une mère et son fils, cet résultat génétique, en fait, il ne dit rien sur ce qui s'est passé, sur quel type de violence il y a eu, qu'est-ce qui est arrivé au corps. Donc, en fait, c'est important dans et la pensée scientifique et la pensée médico-légale, de ne pas juste rester dans la partie sciences naturelles, mais aussi ajouter la partie sciences sociales. Donc, il y a des historiens, des anthropologues qui essayent de reconstruire une histoire qui ne s'arrête pas sur les os, mais qui inclut tout ce qui se passe autour, tous les contextes. Et donc, c'est une vision plus étendue de ce qui est le savoir médico-légal et de ce qu'il peut apporter dans la situation mexicaine. Merci. ¿Les parece si traduzco las preguntas que no están en español y las hago todas y ustedes contestan todas? ¿Les parece? Je vais traduire toutes les questions. Comme ça, ils répondront en groupe. Donc la première, c'était le temps passé par les policiers pour protéger les familles pendant qu'elles fouillent. Ne serait-il pas beaucoup mieux employé à former ces policiers à l'anthropologie médico-légale? El tiempo pasado por los policías para proteger las familias durante las búsquedas no sería mejor empleado formando esos policías a la antropología forense. Eso es la primera pregunta. Buenas noches. Bueno, ustedes la pueden leer esa, ¿no? La voy a traducir al francés o... Bonsoir, pour être sincère, ce documentaire m'a fait beaucoup de peine. Grâce à cette conférence, j'ai compris beaucoup mieux la métaphore des couches que je n'avais pas perçue. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas été totalement convaincue, mais je vous félicite pour votre éthique et votre travail pour montrer cette réalité. Je félicite aussi le festival d'avoir fait comprendre que le Mexique est un pays où le paramilitarisme n'a pas arrêté d'exister. Existe toujours, donc dont le massacre de 45 civils à Acteal en 97 par exemple, ou plus récemment dans la Sierra Tarahumara dans le Chihuahua. Du coup, je me demande, comme c'est un pays mésoaméricain, si c'est vrai qu'il y a un inframonde, il y a un panthéon où il y a un peu de tout. Et parmi ça, il y a aussi Santiago Mesa, qu'on a appelé le Pozolero del Teo, qui a cuisiné 300 personnes qui ont terminé dans des fosses clandestines, donc dans le nord du pays. Au Mexique, aujourd'hui, en bref, 60% des homicides sont liés au crime organisé et 10% sont des féminicides. Le taux d'élucidation du crime serait seulement de 2%. De nouveau, merci pour votre travail. Anne y Jan, ¿pudieron leer ese texto un poco largo? Buenas noches, de Flor de la Palabra. Sí, ok.
Ensuite, Markowitz, je le lis en français d'abord. Film bouleversant et magnifique, merci. Le titre n'est pas Résistance, mais Persistance, tout à fait. On n'a pas parlé du temps, mais c'est un gros sujet. Le titre, pouvez-vous dire quelques mots sur cela et aussi sur Forensic Landscape, le web docu? Enfin, avez-vous des liens avec d'autres chercheurs comme le Forensic Lab de Londres qui réalisent des recherches et des œuvres sur ces questions de la substitution du corps social à la responsabilité politique de l'État, comme par exemple au Proche-Orient, comme l'artiste Lawrence Abu Hamdam, par exemple, qui a travaillé sur la mémoire perceptive des Palestiniens emprisonnés en Israël. De Markowitz es película muy conmovedora y magnífica, gracias. El título no es Resistencia, pero sino Persistencia, que no hablamos del título y del tiempo, de la relación al tiempo. ¿Podría usted decir más al respecto? Y sobre Forensic Landscape, el web docu, ¿tendrían cosas que decir? Y sobre, ¿ustedes tienen vínculos con los otros investigadores como el Forensic Lab de Londres, que realiza investigaciones y obras sobre esas cuestiones de la sustitución del cuerpo social a la responsabilidad política del Estado, como por ejemplo en Medio Oriente, como lo hizo el artista Lawrence Abu Hamdan, quien trabajó sobre la memoria perceptiva de los palestinos encarcelados en Israël. Je crois que ça va être les dernières questions. Hein. Après, I think this will be the last questions. Bueno, si quieres empiezo a contestar algunas. Y por la primera, el tiempo de las policías que están ahí cuidando. Yo no sé si a estas personas mismas tratar de capacitarles en antropología o lo que sea, pero sí, obviamente, hay una gran falta de capacitación de personal del Estado en cuestiones tanto médico-legales, forenses, de antropología forense, pero también yo creo que en muchas otras cuestiones. Y justo eso es una cosa de ahorita, pues ya no sé si uso de moda hablar en México de la crisis forense, ¿no? Que es justamente ese problema de que los CEMEFOS, o sea, las instituciones médico-legales están sobrepasados de cuerpos, ¿no? Que ni siquiera llegan a realmente estar haciendo las identificaciones o al menos los estudios básicos en todos los cuerpos que tienen. Entonces, en eso sí vemos una gran falta de personal, que también se debe a que obviamente para pues, antropólogos forenses o médicos forenses justamente saliendo de las escuelas, el Estado mexicano en la forma en que se presente, tal vez también hay gente que no quisiera trabajar en esas instituciones. Entonces, ahí también es una suerte de círculo vicioso, ¿no? Que como justamente un Estado tan rebasado por la violencia, que muchas veces cómplice por corrupción, por negligencia, etcétera, pueda también adquirir el personal altamente entrenado que se pueda hacer a cargo de estas cuestiones en las mismas instituciones. Y tal vez para hablar un poco sobre el título de persistencia, también muchas gracias por la pregunta. Justo, o sea, lo que vemos es un proceso de increíblemente esfuerzo, de un increíble esfuerzo de los mismos familiares, que pues no son solo esos meses y años de búsqueda, sino también desde el principio, ¿no? El organizarse, el encontrar otras personas, la presión política que meten y todo eso a un largo plazo donde pues ellos saben que tal vez o sí o no van a encontrar a sus desaparecidos, pero que en el Inter tal vez van a encontrarlos. Alguna persona que está desaparecida de otra persona. Entonces esa solidaridad y ese sí seguir en esa lucha, aunque pues la verdad el panorama que se pinta es bastante catastrófico, ¿no? O sea, tienes ese estado rebasado que no se hace a cargo, ellos están literal con sus propias manos levantando los cuerpos. Entonces, un poco persistir en ese ambiente tan hostil a la causa que ellos quieren llevar adelante, a nosotros o a mí personal me impresiona bastante, y ese persistir en esos ambientes de manera psicológica, de la manera social, de encontrar, de hacer familia con otras personas, hacer equipo con también otras secciones y sectores de la sociedad. Yo creo que es algo
pues la verdad muy impresionante. Y también a la otra, no solo el activismo de los mismos buscadores o forenses que de alguna manera persisten en esos ambientes, pero también de los mismos cuerpos que se están enterando en algún momento, que se están desapareciendo, matando y enterando por el crimen organizado o esas violencias, pero que de alguna manera pues esos rasgos de ellos, de los desaparecidos, aunque ya tal vez algunos sean muertos, persisten en sus diferentes formas y ese modo de la antropología forense, pero también de los buscadores de reaparecer estos cuerpos y tal vez hasta llegar a identificarles y reinsertarles al mundo social, es algo que también persiste, ¿no? Y esa posibilidad persiste que un desaparecido pueda ser identificado y justamente esa mera posibilidad yo creo que es un gran logro de la antropología forense en sí en América Latina y también ahora de los buscadores que haya de alguna manera que la desaparición forzada no es nada absoluto y que haya esta posibilidad y por eso el título Persistencia del documental resuena con estas dos cuestiones. Y pues todo lo que referente al web documental yo creo que lo dejo para Ana. On t'entend pas, Chema? On t'entend pas. Pardon. La question des Régis, oui, peut-être pas capacité donner des cours aux policiers, à ces policiers spécifiques, mais c'est vrai que les agents de l'État, ils devraient avoir des formations médico-légales. Au Mexique, aujourd'hui, on parle, c'est à la mode de dire crise médico-légale, il y a une crise médico-légale. Et ça veut dire qu'en fait, les institutions qui sont chargées d'identifier les cadavres, les morgues, elles sont pas capables elles sont complètement il y a beaucoup de corps et ils n'arrivent pas à faire même les études les plus basiques. Mais le problème, c'est aussi que comme l'État, il est si décrédibilisé, il n'a pas de la légitimité. Donc, les experts qui, par exemple, finissent ces études en anthropologie, etc., ils ne veulent pas non plus travailler avec l'État. Donc, c'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Et par rapport au titre, il est très content qu'on pose cette question parce qu'en fait, il permet de montrer que la persistance, elle fait référence d'une part aux familles, parce que les familles, c'est pas seulement les temps qu'ils passent à la recherche, mais aussi tous les efforts qu'ils font et qu'elles font pour s'organiser, et pour faire des liens, pour faire des alliances, et pour savoir que même si elles ne trouvent pas leurs disparus à elles, elles vont trouver les disparus à quelqu'un d'autre. Donc, dans cette recherche, il y a une solidarité et qui est en train de se créer entre les familles elles-mêmes. Et il y a aussi la notion de la persistance vis-à-vis d'un environnement qui est catastrophique, qui est très agressif avec les familles. Et c'est une persistance qui est psychologique. Et parce que les familles, elles sont en train de faire des nouveaux amis, d'accepter des nouvelles personnes dans leur groupe, des nouvelles experts, des experts qui arrivent, faire des équipes avec d'autres personnes. Mais il y a aussi d'autre part la persistance des corps et la persistance des disparus. Et malgré la violence qu'on a fait sur ces corps, en fait, les corps sont encore là. Et l'anthropologie médico-légale et l'expertise médico-légale, elle permet de les exhumer, de les identifier et de leur faire donc réapparaître dans cette persistance et de leur faire partie à nouveau du monde social. Donc pour lui, rien que ça, c'est un succès, et un succès de l'anthropologie médico-légale dans toute l'Amérique latine et des chercheurs des fosses au Mexique, parce qu'il montre que la disparition forcée, en fait, elle n'est pas les derniers mots de l'histoire, et c'est possible de la subvertir, de la changer. Sí, y tal vez
tal vez es un buen cierre, porque la historia no acaba aquí, justamente, ¿no? Como bien dice Jan, persistir es perdurar también en el tiempo. Son los huesos que perduran y es como esa insistencia de seguir haciendo lo que están haciendo, interpelando e incomodando, digamos, a todo el mundo, ¿no? Que es justamente eh, esa atravesar los límites. Y yo creo que lo que se buscó en el web documental, que están, aprovecho para invitarlas a todos a meterse, ahí está disponible en francés, digo, no en francés, no, en español y en inglés, y se llama Forensic Landscapes, y es paisajes forenses, que es esa idea de que sí estamos enfocando en México, y en México el tema es contemporáneo, es hoy. Es decir, la gente se desaparece hoy. En el momento que estamos hablando se está desapareciendo la gente en México y se está buscando, es decir, es simultáneo. Entonces, eso es la gran novedad de esa coexistencia entre quienes entierran, sistemáticamente masacran y entierran la gente clandestinamente y quienes buscan, ¿no? Entonces, y que quienes buscan sean expertos, expertas, casi nadie del Estado, ya hablamos de esto, y los propios familiares. Eso es como que lo que por eso está en el núcleo, digamos, de lo que, por eso persistencia habla solamente del escenario mexicano, pero eso viene inserto en un contexto latinoamericano y yo quiero pensar que fuera de América Latina también, es esta cuestión de la desaparición forzada, que sabemos que es algo que se ha desarrollado en América Latina, pero también los genocidios siempre han recurrido a esa táctica de no solamente matar a la persona, sino quitarles su estatus humano, digamos, ¿no? Entonces, me interesaba específicamente inscribir ese escenario mexicano en la historia latinoamericana y hablar también de otros países que han sido emblemáticos, en ese caso Argentina y Guatemala. Y entonces Forensic Landscapes lo que se propone, y con otro tipo de recursos más allá de lo que es el video, construir una geografía que atraviesa los tiempos y también los espacios. Es decir, vamos a tener en un solo espacio el México actual y la Argentina de los años 70 y la Guatemala de los años 80, para decir, acá estamos ante un asunto que está situado en ciertos lugares, pero a la vez interpela una cuestión, creo que universal o bastante trascendental. Es un poco de cómo podemos reaparecer, reinsertar a los desaparecidos a nuestro mundo social, aunque sea como muertos. El tema, ¿qué derechos tienen los muertos? Los muertos tienen agencia, nos hacen mover, nos hacen hacer cosas y tienen derechos, ¿no? Tienen derechos humanos, los muertos tienen derechos humanos. Es decir, son preguntas que van bastante más allá de un contexto muy específico como es el mexicano. Y es lo que se plantea Forensic Landscapes y es un poco a seguir reflexionando y pensando estas cuestiones que creo que en Francia, en Alemania, en Europa, en otras partes del mundo igual nos incumben y no necesariamente posea especialistas o enamorados de un país maravilloso como es México. La notion de persistance nous montre que l'histoire, elle finit pas. Et persister, c'est aussi durer, rester dans les temps, dans la longue durée. Et c'est aussi chez les familles insister, conforter, continuer à la recherche, défier les limites imposées par la société, par l'État. Et il y a aussi une notion très importante de la simultanéité, de la coexistence des deux phénomènes. Parce qu'au Mexique, la disparition forcée, c'est pas dans le passé, mais c'est aujourd'hui, dans ces moments, alors qu'on parle, il y a des personnes qui sont en train d'être disparues, mais il y a aussi des personnes qui sont en train de chercher ces disparus. Donc, c'est quelque chose qui est assez unique du Mexique, la simultanéité entre la disparition et la recherche. Ça, c'est un peu le cœur du film.
mais les films, il est aussi insère dans un contexte latino-américain, parce que la disparition forcée, c'est une tactique de violence qui était utilisée partout dans le monde en lien avec des projets génocidaires où l'on ne cherche pas seulement à tuer les personnes, la personne, mais aussi à enlever l'humanité de son corps et de cette personne. Donc, ils veulent insérer le Mexique dans une histoire latino-américaine, mais aussi globale. Et les projets des Forensic Landscape, c'est précisément, ils montrent la universalité de la question de la disparition parce qu'ils cherchent à construire dans une seule géographie des différents espaces et des différents temps. Donc, faire un mélange, faire une synthèse entre l'Argentine des années 70, le Guatemala des années 80 et le Mexique d'aujourd'hui pour montrer qu'il y a une seule question qui est celle de comment est-ce qu'on peut réinsérer et comment on peut amener les disparus dans notre société, dans notre monde social et leur sortir de l'oubli et leur amener avec nous, même s'ils sont morts. Et donc, il y a aussi une dernière question qu'on ouvre qui est celle des droits humains des morts et aussi de la capacité d'agir des morts, de leur agentivité. Parce que les morts, les cadavres, ils nous interpellent et donc ils sont en action sur nous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier, et pas seulement au Mexique, pas seulement en Amérique latine, mais partout dans le monde, en Europe aussi, c'est bien pressant. Sabrina, je pense qu'on va devoir mettre fin, sauf s'il y avait quelque chose d'important à rajouter. Non, je pense que bon, on a déjà pas mal, enfin, on a abordé quand même beaucoup de questions. Donc, merci surtout à tout le monde et José María en particulier parce que tu as fait un travail excellent de traduction. Merci beaucoup. Y gracias a Anne y Jan Olgen. Muchas gracias por sus intervenciones muy claras, muy esclarecedoras. Et merci à tout le monde aussi pour Thank you very much to Anouk Schmidt, Jan Holger Hennies, Sabrina Melenot for this very stimulating and incredible discussion. Unfortunately, we have to put an end to it. A special thank to José María Becerril because he did a great work in translating these very long answers. And we hope to see you one day in Paris. Yes. I hope so. So, merci à tous pour cette belle discussion qui a été en profondeur dans beaucoup de questions. Merci à Sabrina, Anne, Jan Holger et bien sûr le super traducteur José María. À très bientôt pour une prochaine fois, peut-être à Paris avec un prochain film. Adiós, Thank you very gracias. much. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias. A todos. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.